Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le 5 mai 2024 et aujourd'hui, on parle des conséquences de la loi du 22 avril 2024 qui a consacré le droit pour les salariés à l'acquisition des congés payés, même lorsqu'ils sont en arrêt de travail non professionnel. Alors, les conséquences, on va les balayer rapidement car ce que je veux vous présenter aujourd'hui, ce sont des solutions innovantes pour absorber le choc, le drame créé par cette loi dans la gestion des ressources humaines et dans la gestion des payes, car c'est effectivement une usine à gaz. Pourquoi c'est une usine à gaz? Parce que le législateur, d'un côté, nous dit, pour les salariés qui auront un accident du travail ou une maladie professionnelle, nous devrons maintenir 5 semaines de congés payés. Et pour les autres, on ne maintiendra que 4 semaines. Donc pour ceux qui acquièrent des jours de congés payés en jours ouvrables, vous avez lu la loi ou vous allez peut-être la découvrir dans cette vidéo. D'un côté, je vais avoir toujours 2 jours et demi de congés payés calculés en jours ouvrables, 2 jours et demi pour ces salariés par mois, alors que pour les autres, je n'aurai que 2 jours. Et ça pose un défi énorme, à mon avis, pour les payes, particulièrement dans le cas qu'on va rencontrer forcément du salarié qui aura à la fois un AT de longue durée dans l'entreprise, puis une maladie non professionnelle dans cette entreprise. C'est une complexité folle que le législateur nous a, dans sa bonté extrême, octroyée pour mettre en œuvre une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors malheureusement, pour ceux qui s'arrachent déjà les cheveux sur comment on va mettre en œuvre ces éléments, il n'y a pas de solution miracle. Il va falloir travailler un petit peu. Nous, on propose une solution au cabinet qui est une solution parfaitement légale, bien évidemment, mais qui va vous demander un petit peu de suivi et un petit peu d'ingénierie. Nous, ce que nous proposons, c'est éviter toutes ces distinctions, donner 2 jours et demi de congé par mois ou 5 semaines sur l'année à vos salariés, qu'ils soient en arrêt de travail pour un accident du travail ou pour une maladie non professionnelle, on s'en fiche. On leur octroie le même nombre de jours, ce qui permet une méthode de calcul en paye qui est largement simplifiée. En contrepartie de cet avantage qui n'est pas négligeable lorsque l'on est en arrêt de travail et qui sera bien identifié, qui sera un avantage social par rapport à la loi du 22 avril 2024. Vous avez compris que je vais plus loin, d'accord ? En contrepartie de cela, je passe par un accord d'entreprise pour aménager certains autres droits qui ont été développés par la convention collective ou par le code du travail et que je peux aller rogner ou, je vais dire, retricoter. Je vais prendre le cas des contreparties au temps d'habillage, déshabillage dans la restauration rapide. Vous allez voir, même pour ceux qui ne sont pas dans la restauration rapide, c'est un exemple qui est très parlant. La loi vous dit, lorsqu'on impose un uniforme à un salarié, eh bien, on doit lui octroyer des contreparties, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Et dans la convention collective de la restauration rapide, il a été décidé que la contrepartie serait 2 jours de congé par an. Je suis désolé si je suis un peu long, mais vous allez voir, la solution, elle est très intéressante pour vos entreprises, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs. Eh bien, moi, ce que je propose, c'est, en contrepartie de l'avantage des 2 jours et demi que je vais maintenir à tout salarié malade, sachant que des maladies dans l'entreprise, il y en aura de plus en plus. Avec une retraite à 64 ans, il ne faut pas rêver, peu de salariés ne se mettront pas en arrêt maladie avant l'âge fatidique de la retraite. Donc c'est un sujet important, quelles que soient les branches d'activité. Moi, je propose qu'on donne, dans mon exemple que je suis, qu'on ne donne qu'un seul jour de congé payé au titre de la contrepartie au temps d'habillage, déshabillage. Alors je sais, les DRH, les gestionnaires d'entreprise que vous êtes hurlent déjà en disant « c'est pas possible, on ne peut pas enlever un avantage social qui a été créé par une convention collective qui plus est ». Mais attendez,
Moi, je propose aux salariés qu'on leur donne qu'un seul jour de congé payé, au titre de la contrepartie au temps d'habillage des habillages, et qu'on prenne en charge une cotisation prévoyance frais de santé qui sera plus importante côté employeur, de manière à libérer du cash, à libérer de la rémunération nette pour les salariés. Donc vous comprenez bien, mon ingénierie, c'est je donne des congés payés en plus aux malades, j'appelle à la solidarité des salariés pour faire l'économie d'un jour de congés payés par salarié et par an au titre de la contrepartie au temps d'habillage des habillages. Ça veut dire que je ne touche pas aux 5 semaines, bien sûr, des congés payés des salariés. Et en plus, je prends à ma charge, moi, employeur, une partie supplémentaire de la cotisation frais de santé, mutuelle frais de santé. Alors, dans les accords que nous avons préparés et dans ce que nous allons proposer à nos clients, nous avons proposé de limiter à 65% la part employeur au lieu de 50% prévu par la loi, c'est-à-dire on augmente de 15% la part employeur. Mais j'ai fait mon calcul, on reste quand même relativement gagnant, j'ai envie de dire, entre guillemets, en augmentant cette part employeur parce que on va libérer de la rémunération nette pour les salariés et payer moins de charges sociales. Donc, quand on pense à l'équilibre global du système, je pense qu'au fond, personne n'est perdant. C'est-à-dire qu'on amortit les effets de la loi du 22 avril 2024 et en plus, on dégage de la rémunération nette pour les salariés. C'est une solution. Et je vous assure que cette solution, elle est légale. Et c'est là où je vais vous demander de faire un stop. Posez-vous, détendez-vous. Je ne suis pas tombé sur la tête en vous proposant ces solutions. Je vais maintenant être obligé de vous parler du droit du travail et de la notion de hiérarchie des normes. Je ne peux pas faire l'économie de cette explication pour vous expliquer les solutions que je préconise. En fait, dans le Code du travail, comment sont organisées les règles ? Vous avez des règles dites d'ordre public. Ces règles-là, on ne peut pas y déroger, ni par la convention collective, ni par le contrat de travail, ni par aucun acte juridique quelconque. Elles sont d'ordre public. On peut y déroger si on y déroge in favorem, c'est-à-dire si on améliore la règle. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Ça sont les règles d'ordre public. Mais des règles d'ordre public dans le Code du travail, il n'y en a pas tant que ça. Retenez bien ça, il n'y en a pas tant que ça. La plupart des règles, ce sont des règles que le législateur a données entre les mains des partenaires sociaux. Et ce, depuis la loi travail de 2016, mais surtout depuis l'ordonnance de septembre 2017, qui a véritablement organisé, structuré le nouveau droit du travail. D'accord ? Et il y a longtemps de ça, on avait pu déjà expliquer que ce droit du travail allait émaner du terrain. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises ne se saisissent pas de ces possibilités-là. Donc, l'ordre public d'un côté et le pouvoir donné aux partenaires sociaux d'aménager le droit du travail. Et là, vous avez 3 blocs, ce que peuvent faire les partenaires sociaux ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je vais y revenir après. J'espère que je suis clair dans ma présentation parce que c'est un point déterminant pour comprendre ce que vous devez faire face à la loi du 22 avril 2024 sur les congés payés. Donc, ordre public d'un côté, ce qui entre dans le champ de la négociation collective, et puis les dispositions dites supplétives. Je vous assure, c'est pas très compliqué à comprendre. Les dispositions supplétives, c'est quoi ? Le législateur nous dit, si les partenaires sociaux n'ont pas aménagé tel ou tel type de règles, ou s'ils ne se sont pas saisis d'un sujet, moi, législateur, je dis que la règle applicable, c'est la suivante. Par exemple, en matière d'heures supplémentaires. Les partenaires sociaux peuvent décider de ne majorer les heures supplémentaires qu'à 10%, ne peuvent pas aller en dessous. Et s'ils n'ont pas fait cet aménagement-là, eh bien, le législateur dit que la première heure supplémentaire au-delà de 35 heures, elle sera majorée, dans mon exemple, à 25%. Cette grande souplesse en réalité que nous avons, elle est encore plus large que ce que l'on peut imaginer grâce à l'ordonnance de septembre 2017. Pourquoi ?
on voit bien qu'on a trois possibilités. Soit l'ordre public, soit un aménagement conventionnel, soit le droit supplétif, c'est-à-dire, grosso modo, la voiture balai du droit social, tout ce qui n'a pas été prévu par les partenaires sociaux dans une convention collective ou un accord d'entreprise, on va aller le trouver dans les dispositions supplétives. Intéressons-nous au bloc du milieu, à ce qu'on peut faire ou ne pas faire par la voie d'un accord, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise. Et c'est là que se trouvent nos solutions. Et d'ailleurs, pas qu'en matière de congés payés, nous, on va pousser nos clients à être beaucoup plus entreprenants en matière de création d'accords d'entreprise. On l'a fait déjà dans notre cabinet depuis le Covid. On a poussé beaucoup plus les entreprises à aller sur des accords d'entreprise, mais on va encore plus les challenger là-dessus parce que se trouvent des solutions très intéressantes à mettre en œuvre. Le bloc de la négociation collective, la partie conventionnelle, le droit du travail qu'on peut aménager par voie conventionnelle, il se divise en trois blocs. Alors, vous aurez tout ça dans une présentation PowerPoint, tout ça, en tout cas pour ceux qui nous la demanderont. Le bloc 1, c'est les domaines où l'accord de branche va primer. C'est-à-dire un accord de branche intervient et quoi qu'il arrive, c'est lui qui prime. D'accord ? Par exemple, en matière de salaire minima, en matière de classification. Ce bloc-là, il comporte un certain nombre de thèmes, je vais dire ça comme ça, qui sont grosso modo réservés aux conventions collectives, aux branches si vous préférez. J'essaye de vulgariser un peu mon discours pour ceux qui ne sont pas forcément juristes. Donc dans ce bloc-là, grosso modo, j'ai un certain nombre de matières dans lesquelles l'entreprise ne pourra pas intervenir. Vous ne pourrez pas négocier, par exemple, sur les salaires minima hiérarchiques. Sauf à les améliorer, hein, bien sûr, ça c'est une évidence. Ensuite, vous avez un deuxième bloc qui sont des domaines du droit du travail où le législateur nous dit, alors pour ce bloc-là, les partenaires sociaux, bien sûr, pourront déployer telle ou telle règle en matière de durée du travail ou je ne sais dans quel domaine, mais elles pourront prévoir des clauses dites de verrou. C'est-à-dire, moi, je crée un nouvel accord de branche sur le handicap, par exemple, et je dis que l'article que je rédige, ou les articles que je rédige, ou l'accord que je rédige, pardon, eh bien, c'est un accord auquel il ne pourra jamais être dérogé par la voie d'un accord d'entreprise. Ces clauses de verrou, elles existent dans le Code du travail, elles existent dans certaines conventions collectives, mais elles sont très rares. Donc, c'est pas trop la peine d'en parler. Par exemple, dans la restauration rapide, à ma connaissance, il n'y a pas de clause verrou, ou en tout cas pas sur des sujets importants qui me viendraient à l'esprit, là, comme ça, sur cette vidéo. Et enfin, on a le bloc 3, qui nous dit, tout ce qui n'est pas du domaine de l'ordre public, tout ce qui n'est pas du domaine exclusif des branches, pourra être négocié par accord d'entreprise, même, écoutez bien, c'est là où vous devez vous détendre, même par un accord qui déroge en défaveur des salariés. Moi, je veux protéger ma boîte, je veux protéger les emplois, je veux déroger en défaveur, par exemple, des majorations d'heures supplémentaires prévues par la convention collective. La convention collective n'a pas prévu de verrou, je peux le faire par accord d'entreprise. Et là-dessus, en réalité, vous, chef d'entreprise, vous, DRH, ou vous, syndicat d'ailleurs, vous avez la main. Vous pouvez créer un grand nombre d'accords. Et vous voyez bien que je reviens à ma solution de départ, où je dis, face à la loi du 22 avril 2024, je dis simplement, je donne tous les congés payés à un salarié malade, quelle que soit l'origine de l'arrêt de travail. Pas de problème. En contrepartie, je demande à la communauté de travail de concéder un jour de congé payé au titre de la contrepartie au temps d'habillage-déshabillage, qui, elle, n'a pas été rédigée dans la convention collective avec une clause de verrou. Je sais, c'est technique, mais je suis sûr que vous allez réécouter au moins 2 fois cette vidéo pour bien comprendre et être sûr des choix que vous allez faire après, parce que je suis sûr que vous ferez le choix de négocier des accords, vous allez voir. Et d'un autre côté, j'augmente la part patronale de cotisation à une prévoyance frais de santé. Et je vais même plus loin, c'est presque ma conclusion, et elle m'amuse cette conclusion parce que ça fait des années
que j'entends se plaindre des chefs d'entreprise de l'absence de clarté entre la période d'acquisition des congés et la période de prise des congés payés. Eh bien, prenez l'occasion de cette loi, faites un accord d'entreprise et vous allez dire, chez moi, dans cette entreprise, dans mon entreprise, la période d'acquisition des congés payés, ça sera par exemple l'année civile, si ça vous arrange, 1er janvier, 31 décembre, et la période de prise des congés payés, ça sera aussi 1er janvier, 31 décembre. Et là, je suis dans une équation très vertueuse, parce qu'en réalité, mon accord, il répond au problème de la loi du 22 avril 2024, il répond à la complexité de cette loi, par des mesures qui sont sociales, qui ne déséquilibrent pas la rémunération des salariés, puisqu'on leur octroie plus de rémunération nette, et en plus qui augmentent la lisibilité des congés payés. Donc vous voyez, je suis dans la vertu, complètement. Alors maintenant, et pour terminer cette vidéo qui est déjà sans doute trop longue pour vous, je vous assure que j'essaye de faire simple. Pour terminer cette vidéo, n'ayez pas peur de conclure des accords d'entreprise, même si vous n'avez pas de délégué syndical. Alors, si vous avez un délégué syndical, mettons tout sur la table au moment de la négociation annuelle obligatoire, et vous verrez qu'il y a un équilibre qui se trouvera entre les intérêts de tout le monde et la facilité de gestion dont on a besoin, et la lisibilité dont on a besoin pour digérer cette loi. Mais vous n'avez pas de délégué syndical, c'est pas grave. Vous avez soit un CSE avec lequel vous pouvez conclure ce type d'accord, soit vous n'avez pas de CSE et à ce moment-là, vous pouvez quand même conclure un accord avec un salarié mandaté. La vidéo n'a pas pour objet de présenter les modes de conclusion des accords. Ça sera une prochaine vidéo sans doute, parce que je pense que le sujet va en intéresser beaucoup. Mais sachez que dans l'ère actuelle, vous voyez bien que le gouvernement ou les partenaires sociaux ne répondent pas aux besoins de l'entreprise, empilent des mesures les unes sur les autres, mais sans véritable stratégie. Vous devez être stratège, parce que sinon, c'est les marges de vos entreprises qui vont plonger, qui vont s'effondrer. Donc, nous, on vous recommande, dans mon cabinet, de devenir un peu plus ingénieur. Un accord d'entreprise, grosso modo, c'est pas vous qui le rédigez. En général, vous allez être assisté de votre avocat ou de nous, peu importe. Nous, on va rédiger l'accord avec les contreparties qu'on évoquait tout à l'heure pour vous simplifier la vie. Après, c'est un petit peu de négociation à mener, parfois, pas toujours, et un dépôt de l'accord. C'est pas extrêmement compliqué à faire. Il faut démystifier la chose. Il faut vous emparer de ce sujet-là et retenir que le droit du travail, depuis 2017, c'est un droit du travail qui peut être à géométrie complètement variable. D'ailleurs, vous êtes dans un groupe, vous avez plusieurs entreprises, vous voulez créer des règles différenciées dans vos entreprises, parce que c'est une nécessité, parce que parfois ça peut impliquer la vie même de votre entreprise, le futur de votre entreprise, la rentabilité de votre entreprise, et donc le maintien des emplois. Discutez avec les salariés. Ils ne vont pas vous mordre, pas du tout. Au contraire, faites-en des personnes avec lesquelles vous dialoguez. De toute façon, le droit du travail français vous pousse à dialoguer avec les salariés. Déjà depuis 2017, on va dire que ça fait 7 ans, les entreprises ne sont pas trop emparées de ce sujet-là, et pourtant, c'est un sujet intéressant, particulièrement dans les périodes de crise. Saisissez-vous de ce sujet, créez des accords éventuellement à durée déterminée. Vous vous engagez pour 1 an, 2 ans, 3 ans, ou plus si vous voulez. Donc en fait, vous les avez les solutions, et vraiment, je vous invite à les mettre en œuvre. En tout cas, nous sommes à vos côtés si vous avez ce besoin. À bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo, et bon courage pour la mise en œuvre de cette fameuse loi du 22 avril 2024. Au revoir.